Bonjour à tous, bienvenue sur Anews Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité deux personnes qui sont de formation ingénieur et qui, à un moment donné, sont allées vers le domaine de la gestion des risques et la gestion des crises, de communication de crise. Donc nous allons parler de ces sujets. Pour commencer, j'ai le plaisir d'avoir comme première invitée Emmanuelle Hervé. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Emmanuelle, vous êtes présidente fondatrice de EH&A, qui veut dire Emmanuelle Hervé et associé. C'est un cabinet spécialisé en gestion et communication de crise. Absolument. On va l'expliquer juste après. Alan Ferbach, bonjour. Bonjour Virginie. Et Alan, vous êtes cofondateur et CEO de la société Videtix. C'est une société qui est spécialisée dans les solutions d'analyse vidéo qui sont basées sur l'IA. Et on parle beaucoup d'IA actuellement, on va l'expliquer plus en détail. Voilà, alors je commence par vous, Emmanuelle. Comme je le disais, vous êtes ingénieur de formation et vous avez débuté une carrière quand même assez loin d'ici. Assez loin d'ici puisque vous avez commencé en Inde. Oui, en fait, effectivement, donc j'ai commencé mon métier, je suis sortie d'école d'ingénieur et j'ai commencé pendant quelques années à faire ce métier-là. J'ai eu la chance, en fait, le métier en soi me passionnait pas, mais il était extrêmement facile de voyager et de trouver des jobs à l'étranger. Donc mon premier job, effectivement, était en Inde, où je suis restée 1 année, et le deuxième était au Liban, à Beyrouth, où je suis restée 4 ans. Et ensuite, j'ai bifurqué vers un métier qui finalement, enfin, où il était nécessaire d'être ingénieur puisque les produits étaient des produits extrêmement techniques de chimie, puisque je suis rentrée chez Dupont de Nemours, la numéro mondial de la chimie. Mais là, mon métier n'était pas un métier technique, c'était un métier de développement de business, voilà, de bizdev, comme on dit, au Moyen-Orient et en Afrique. Donc, j'ai parcouru ces zones-là pendant 10 ans. La Jordanie, l'Égypte, la Turquie, l'Afrique, vous voyagez l'Iran. Voilà. J'habitais là-bas, en fait, j'habitais dans ces pays-là, c'est ça qui était sympa, c'est que j'étais pas juste en train de faire des allers-retours. Tout à fait. Et en 2006, vous décidez de revenir en France. Oui, je décide de... Enfin, entre-temps, je me suis mariée, j'ai 2 enfants petits, etc., etc. Donc, en fait, tous ces voyages, je prenais en moyenne 6 avions par semaine. Oui, ce n'est pas de tout repos. Ce qui peut lasser, voilà, ce qui peut lasser. Et donc, on rentre en France. Je continue un peu quand même à faire ce métier. Alors, avec la complexité de partir de la France pour aller au Moyen-Orient et en Afrique. Ouais. Et puis, à un moment donné, vous vous dites, je vais poser mes valises et je vais rester terminé en France. Par les machines. Voilà. Et vous avez, du coup, une vraie connaissance des pays et des pays parfois un petit peu à risque, avec des tensions géopolitiques. Quelques-unes. Voilà. Et c'est là que vous vous dites, finalement, je vais me servir de cette expertise pour rejoindre un cabinet. Un cabinet de gestion de crise. Pour être précis, en fait, c'est pas tout à fait ça, parce que mon métier n'a jamais été la sûreté. Donc, même si j'ai l'habitude des pays un peu compliqués, je n'avais pas de légitimité à en faire un métier. En revanche, ce qui se passe, c'est que j'arrive en France pour la première fois de ma vie professionnelle, en fait. J'étais partie quand même très tôt. Et la France a des caractéristiques culturelles d'un point de vue business qui sont quand même un peu particulières, ça vous aura pas échappé, surtout quand on arrive d'ailleurs. Bien sûr. Et surtout quand on arrive d'une façon de regarder les choses très américaine. Ouais. Et je me suis retrouvée, en fait, à chercher un job, mais à pas me sentir totalement compatible, en fait, avec des propositions de boîtes très, très françaises, ou sur le marché français, en tout cas. Donc, voilà. Donc, l'idée, ça a été de trouver, finalement, quelque chose de différent, qui me permettait d'exprimer la flexibilité que j'avais finalement travaillé toute ma vie, plus effectivement une appétence au stress assez naturelle. Et pour la petite histoire, comme ça je vais vous confier des anecdotes croustillantes, en fait moi je suis née dans le milieu de la gestion de crise, ma mère est médecin, ils étaient 3 médecins de labo pharma, et puis donc ils étaient en crise permanente, la France est droguée, etc., les retraits, rappels de produits, tout ça. Et ils avaient été dragués, entre guillemets, par une boîte américaine de gestion de crise, communication de crise, qui s'appelle Hill & Knowlton. Et donc, ils avaient intégré cette boîte. Puis ensuite, ils étaient allés chez Edelman, où ils avaient créé le département crise, santé, environnement. Et puis, finalement, ils avaient monté leur boîte. Très bien. Et donc, moi, j'étais un peu née là-dedans. Et j'ai toqué à la porte en disant, mais ça a l'air sympa, votre truc, apprenez-moi. J'aimerais bien, voilà. Apprenez-moi. Et en même temps, vous pouviez aussi apporter... Oui, alors moi j'apportais
effectivement cette connaissance de l'industrie et de l'industrie lourde, des pays un petit peu compliqués, mais aussi, en tant qu'ingénieur, on est des gens de process. Oui. Donc le process, on peut passer d'un process à l'autre. Et bien finalement, sûr. La gestion de crise, c'est, à froid en tout cas, c'est du process dans la mise en place de process, et à chaud, c'est de l'application, de la mise en œuvre du process. Donc finalement, ce n'était pas totalement incompatible avec un petit esprit de rigueur et de discipline qui va bien. Voilà, et vous vous y plaisez seulement en 2015, vous vous dites, je vais peut-être partir aussi, moi-même, créer quelque chose. Bon, en fait, ils ont fermé, donc voilà, et donc moi j'ai créé mon propre cabinet, effectivement, en 2015, et voilà. Et là, vous vous dites, eh bien moi, à mon tour, je vais monter ce cabinet pour pouvoir accompagner les entreprises dans la préparation, justement, de crises à venir, de potentielles crises à venir, et leur permettre de gérer au mieux et surtout de communiquer au mieux. Voilà. Ouais. Et on n'en dit pas plus pour l'instant, on va en parler juste après. Alors, crise, ça vous parle, surtout prévenir, vous, les risques. Prévenir les risques, Alan. Mais avant ceci, je vais rappeler quand même d'où vous venez. Je le disais en préambule, ingénieur de formation. Hein, vous vous êtes spécialisé en maths appliquées, notamment, et vous débutez votre carrière dans une entreprise qui s'appelle ESI, qu'on connaît chez Agneaux Sécurité, le groupe ESI, qui est dans le sud de la France également, puisque vous êtes issu du sud de la France, dans la région niçoise, et vous arrivez en tant que data scientist. Oui, en fait, je suis arrivé en tant qu'alternant chez European System Integration. Et l'objectif au début, c'était de filtrer en fait les alertes, parce qu'il y a beaucoup d'alertes en télésurveillance, et une grande partie, ce sont des fausses alertes. Et donc, au début, on travaillait là-dessus, ne serait-ce que juste sur l'alerte en tant que telle. Donc, c'était plutôt des séries temporelles. Et après, on est vite arrivé à l'analyse d'images, parce que là aussi, c'est des courtes séquences vidéo. Et bien souvent, c'est le chat qui passe devant la caméra, c'est la toile d'araignée qui va bouger. Et on a tout de suite une petite alerte et une fausse alerte ou une fausse alarme. Voilà. Exactement. Donc, on a vu qu'en fait, il y avait un marché important. Bien sûr. Par contre, c'était le marché de la télésurveillance, et nous on s'est dit que le marché le plus important c'était celui de la vidéoprotection, parce qu'en fait on est parti du constat qu'il y a 99% des flux qui sont générés par les caméras de vidéoprotection, donc dans les collectivités, dans les entreprises privées, qui sont jamais visualisées, jamais analysées. Donc c'est vraiment de la donnée dormante. Nos clients sont en fait assis sur une mine d'or de données qu'ils n'exploitent pas, absolument pas. Et du coup, nous, notre but c'est de leur donner un outil qui va permettre de créer des scénarios autour de la caméra. Donc, soit des scénarios plutôt sécurité-sûreté. Alors ça, vous le faisiez déjà chez ESI? Non, ça, chez ESI, c'était que du filtrage d'alarme. Que du filtrage d'alarme. C'est là que vous vous êtes dit, en fait, moi, je vais créer quelque chose qui va répondre à un besoin et surtout de pouvoir capter et d'aller plus loin avec, comme vous le dites, cette data dormante, quelque part. Exactement. Et en fait, on s'est aperçu que les collectivités, par exemple, ils avaient déployé des caméras exclusivement pour la partie sécurité-sûreté, mais moins pour la partie mobilité. Et maintenant, on voit la caméra vraiment comme un capteur, et on va pouvoir faire du comptage, des statistiques, comprendre comment le citoyen utilise l'espace public pour aménager le territoire. Et là, ça sert à plein de services. La logistique urbaine, par exemple, a un grand intérêt à savoir combien il y a de personnes dans la rue, parce que plus il y a de personnes, plus il y a de déchets. Et donc, du coup, ils peuvent améliorer la logistique en fonction vraiment de l'affluence. On travaille avec des petits villages, justement, toujours dans le sud-est de la France, par exemple Saint-Paul-de-Vence, qui est un village très touristique. Très beau. Et très connu dans le monde. Et on peut commencer à travailler sur du tourisme, on va dire, durable, savoir vraiment combien il y a de personnes qui viennent par jour, par semaine, pour peut-être à l'avenir avoir des quotas. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que vous alliez quelque part la partie sécurité, sûreté à l'aspect durabilité et... Complètement, et l'objectif justement pour prendre des décisions derrière et prendre des décisions éclairées, il faut avoir des données. Et nous, notre objectif c'est vraiment là, c'est collecter des données avec justement les expertises métiers, donc c'est eux-mêmes qui créent leur propre scénario en disant moi je veux compter les personnes là, je veux compter les véhicules à cet endroit-là, je veux avoir une alerte s'il y a un véhicule à cet endroit, s'il y a un dépôt sauvage, voilà, il y a tout ça qui après... Très bien, alors ça vous l'avez fondé, cette société, vous l'avez fondée avec 2 autres associés en 2018. En mars 2019, mais l'idée en tout cas vient de 2018. Voilà, le temps effectivement, qu'administrativement ça se passe, on était en 2019, mais tout début 2019. Et cette société s'appelle Videtix. Et c'est amusant parce que finalement, Videtix, vous avez dedans vidéo, éthique et analytics. Oui, exactement. C'est vraiment là ce qu'on a voulu. On s'est dit,
on va créer un nom. Donc la recherche de nom était en 2018. C'était clairement à ce moment-là qu'on a fait le brainstorming. Et on s'est dit, voilà, nous, notre valeur centrale, c'est l'éthique. Et c'est pas seulement l'éthique de la finalité de ce qu'on fait, mais aussi de comment on le fait. Et justement, chez Vietix, actuellement, on est 25, mais on a 4 personnes en interne qui viennent labelliser les données. Et ces personnes-là sont internalisées chez nous. On ne va pas sous-traiter ça, justement, dans des pays étrangers où la main-d'œuvre serait moins onéreuse. C'est important ce que vous dites, effectivement, c'est important, puisque nous, on aime bien avoir des entreprises françaises, des fondateurs français, mais également quand on peut garder et utiliser le savoir-faire français et les cerveaux français, c'est toujours mieux. Ça coûte peut-être un peu plus cher parfois, mais au moins on sait déjà d'où ça vient et on s'y retrouve au niveau de la qualité. Alors, vous avez, comme vous l'avez expliqué, vous êtes aujourd'hui 25 collaborateurs, ce qui est beau, voilà, vous avez bien, vous êtes bien développé. Vous vous êtes également développé pour répondre à des besoins spécifiques, et puis on parle souvent, puisque c'est dans quelques mois, des Jeux Olympiques et Paralympiques, vous avez souhaité aussi répondre à des offres, à des demandes. Exactement. En fait, nous, on a eu une croissance plutôt organique dans un premier temps. On était plutôt en développement d'une PME, pas vraiment d'une start-up qui allait lever des fonds. Donc on a une croissance organique jusqu'à 11 collaborateurs. Et après, à un moment donné, on arrivait justement à 2 ans et demi, 3 ans des Jeux Olympiques. Et on s'est dit, en fait, il faut accélérer pour qu'on arrive justement à être prêt. Parce qu'en fait, il va falloir des solutions sur étagère. On savait qu'on n'allait pas avoir un ordre du ministère de l'Intérieur il y a 3 ans pour développer et pour après déployer. Du coup, on a levé des fonds en mars 2022. Ça, on a permis de passer de 11 collaborateurs à 21 collaborateurs. On a créé des consortiums pour aussi justement aller chercher du financement auprès principalement de la BPI, différents donneurs d'ordre, ce qui nous a permis de faire des expérimentations. Et quand l'appel d'offres est sorti du coup en août 2023, de pouvoir y répondre et de pouvoir déployer des solutions, on va dire, sur étagère, sur tout ce qui est justement autour de la gestion de foule, donc du mouvement de foule, l'estimation de densité. Et on a eu les réponses positives, et donc nous, en fait, c'est découpé en lots géographiques. Et nous, on va avoir le lot qui est le lot du cœur, on va dire, parce qu'on a choisi celui-ci en premier, qui est le lot numéro 2, qui est le lot PACA, région sud, donc la région où on est, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, Corse et Dom-Tom. Donc on aura le malheur normalement de déployer nos solutions à Tahiti. Donc vous allez devoir voyager un petit peu. On devrait voyager. Après, sur le reste, on ne voyagera pas très loin, on est proche de nos locaux. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Donc vous apportez des réponses technologiques pour prévenir des risques éventuels, pour prévenir ces crises quelque part. Et vous, Emmanuel, votre métier est davantage, comme je le disais en préambule, de gérer et de communiquer, de permettre de mieux communiquer sur ces crises. Vous êtes sur le risque réputationnel quelque part. Alors, si je reprends les fondamentaux du métier, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un peu de confusion. Le métier de la gestion de crise. Et vous avez raison de le rappeler. Non, mais c'est une niche, on va dire. C'est quand même une niche. Donc, qu'est-ce que c'est Ce n'est ni du risk management, ni de la gestion de l'urgence. Ni la continuité d'activité. Tout à fait. Donc en fait, on est dans un métier où, que ce soit en préparation à froid, mais surtout à chaud, l'enjeu est majeur. C'est-à-dire que l'entreprise, parce que nous on travaille quand même plutôt pour le privé, l'entreprise est confrontée à un enjeu majeur qui pourrait la détruire. En fait, in fine, si on va jusqu'au bout du raisonnement. Donc c'est là qu'on est et c'est pour ça qu'on bascule en crise. Donc ça, c'est peut-être le premier aspect. Alors ça peut être quoi l'enjeu majeur Ça va être une combinaison multidimensionnelle, en fait, forcément, parce que la crise est complexe. Si on est sur quelque chose de compliqué ou d'unidimensionnel, on va être sur une urgence. On va avoir un protocole à mettre en face, etc. On va savoir quoi faire. La beauté de la crise, c'est qu'a priori, on ne sait pas quelle est la solution, et en plus l'enjeu est majeur. Donc c'est à cet endroit qu'on est. Donc le développement en fait de l'alerte, du début de l'alerte ou de la chose qui vient d'arriver, on se dit humainement, est-ce que ça peut empirer ? Le type c'est dans le coma, il pourrait donc mourir. Est-ce qu'on a un impact juridique potentiel, pénal en particulier ? Est-ce qu'on va avoir derrière un impact financier majeur ? Par exemple des amendes, par exemple un procès, par exemple des remboursements, des indemnisations, des choses très importantes. Est-ce qu'on va avoir un impact business ? C'est-à-dire que les clients vont nous lâcher. Un client qui lâche un deuxième, un troisième, on voit comment ça peut faire en effet domino de façon relativement rapide. Est-ce qu'il peut y avoir un impact politique, un impact social, etc. Et en fait, c'est tout ça
qui atteint la réputation. Exactement. Donc la réputation en tant que telle est le chapeau du truc. Et le chapeau. Alors, comme vous le dites, hein, vous êtes là effectivement quand il y a cet événement qui se passe, mais parfois il est un petit peu trop tard de faire appel à vous. C'est-à-dire qu'il serait bien que ces entreprises fassent appel à vous avant pour se préparer. Alors, ça serait souhaitable. Toute crise éventuelle. Ce qui se passe, c'est que comme tout, on est quand la crise n'est pas là, on est un centre de coûts, n'est-ce pas? Donc, voilà. Il y a eu le métier. Le métier est de plus en plus connu, mais il reste quand même assez hermétique, en particulier aux ETI ou aux PME, qui n'ont à la fois pas les moyens, mais qui savent à peine que ça existe. C'est-à-dire que leur premier réflexe, ça va être leur avocat, très bien, mais l'accompagnement de la gestion de crise holistique, ils savent même pas que ça existe peut-être. Donc ça, c'est la première chose, et c'est le chaud. Mais à froid, les grandes organisations globales, aujourd'hui, c'était assez cantonné à des métiers particuliers. Le oil and gas, l'industrie lourde, etc., qui, elles, devaient par essence, parce qu'elles polluent, parce qu'elles explosent, parce qu'elles tuent des gens, s'armer, se préparer à la gestion de crise. Ensuite, on avait tout ce qui était retrait, rappel de produits, agroalimentaire, pharma. Et puis aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux qui ouvrent des boîtes de Pandore et qui peuvent ruiner une réputation hyper rapidement. Vous avez des sujets de corruption, de compliance, d'harcèlement, qui ne sont pas des sujets industriels et qui peuvent évidemment impacter l'entreprise d'une manière extrêmement forte. Donc tout le monde est concerné. Est-ce qu'on peut dire que les opérateurs d'importance vitale sont quasiment obligés aujourd'hui, alors devoir moral, voire devoir juridique? Non, devoir juridique. Quand on est un OIV, on est contraint d'avoir un PPP, un plan particulier de protection, et dans ce PPP, vous avez la gestion de crise, la continuité d'activité et les fiches réflexes d'urgence. Vous devez soumettre ce PPP à votre préfet, voire à vos deux préfets si vous êtes sur deux préfectures, enfin je fais référence à quelque chose de particulier, et mettre à jour, et vous êtes tenu en fait. Vous êtes tenu. Par contre, c'est comme vous le disiez... Si vous êtes Seveso, seuil haut, vous êtes tenu également. Voilà. Est-ce que vous voyez, alors en dehors de ces OIV ou Seveso qui sont obligés aujourd'hui, on va dire juridiquement, est-ce que vous avez noté, puisque ça fait quand même quelques années maintenant que vous le faites, est-ce que vous avez noté une prise de conscience davantage de société pour finalement se prémunir et aller vous chercher avant justement ces crises? Oui, il y a, j'ai envie de dire, il y a trois braquets en fait. Il y a eu trois bascules. Il y a la bascule du web conversationnel qui a vraiment été très important. Donc là, on est 2013-2014. Tout à coup, tout le monde peut avoir une opinion. Là, les boîtes se sont un peu tombées de leur chaise quand même. Donc, ils avaient leurs journalistes, leurs parties prenantes. En fait, tout était bien rangé. On donnait de l'élément de langage et ça se passait bien. Là, tout à coup, lanceur d'alerte, tout le monde s'en mêle, etc. Donc là, c'est panique à hockey choral. Donc, le web conversationnel. Ensuite, évidemment, le Covid, la claque majeure. L'événement, la météorite, quoi. L'événement au maximum d'impact et minimum de probabilité. Donc, finalement, tout peut arriver. Alors, ça a eu un effet un peu derrière qui était... Oui, bon, c'est bon, on n'a pas besoin de s'entraîner, on sort du Covid. Sauf que le Covid, vous n'étiez pas mis en cause. Donc. C'est ça, c'était un autre... Au moins, il y a quand même prise de conscience. Et aujourd'hui, si jamais ce n'était pas suffisant, il y a tellement de cyberattaques que de toute façon, je ne vois pas une entreprise se dire qu'il ne va jamais rien m'arriver, quoi. Donc oui, la prise de conscience. Une prise de conscience est là, très bien. Alors, il y a quand même, tout n'est pas rose, il y a quand même quelques difficultés, du moins des enjeux que vous essayez de surmonter. Premier enjeu, le fameux besoin en fonds de roulement avec les clients. Ah oui, l'enjeu entrepreneurial. Oui, d'accord, pas l'enjeu des clients. Oui, mais on peut en parler, des enjeux des clients. Non, mais en tant qu'entrepreneur, oui, une boîte comme la mienne, qu'est-ce que... Voilà, on peut voir que malheureusement, parfois, il faut que vous puissiez vivre, vous aussi, et payer. Non, mais ça, c'est la France. Ce matin, il y avait encore un interview sur le sujet sur France Inter à la matinale. C'est une récurrence, en fait. C'est-à-dire que mes clients sont plutôt des grands comptes. La loi dit qu'il faut payer à 30 jours. Ils débordent un peu. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils n'ont même pas de problème à écrire dans les contrats que c'est 60, en fait. Donc, c'est juste, OK, bon, très bien. Voilà. Vous êtes juste hors la loi, mais moi, nous, on est 10, eux, ils sont 500 000. Donc, voilà. C'est comme, je disais, ils ont leurs conditions générales d'achat. Moi, je peux avoir mes conditions générales de vente, hein, mais bon, voilà. Alors, la crise à chaud, c'est un peu différent au sens où on est...
excusez-moi l'expression, on est plus au cul du camion quand même, parce qu'on facture toutes les semaines, etc., parce que ça va vite. Mais de façon générale, les prestations à froid sont des prestations d'organisation, de mise en place de process, de formation, d'entraînement, d'exercice de crise, de drill, etc. Tout ça, ça tombe dans un truc un peu plan-plan du SAP. Et en fait, effectivement, on est à 60, voire 90 jours, parce qu'évidemment, ils perdent la facture. Enfin, vous connaissez le truc. Or, moi, j'ai une structure où j'ai pas de... La réalité des choses, le fond de roulement. Voilà, c'est ça. Moi, je paye les gens en fin de mois. C'est ça. Et donc, structurellement, le métier d'entrepreneur, en tout cas dans mon métier en France, me force à avoir un BFR qui structurellement est quand même très lourd. Vous rencontrez ce même type de difficultés chez Videtix ? Nous, chez Videtix, on a 25 collaborateurs. Sur les 25, il y en a 2 qui sont sur le commerce. Donc, tout le reste sont vraiment dédiés soit à la production, soit vraiment à l'IA, à la recherche. Et créer un produit en IA, en fait, coûte très cher. Coûte cher au niveau déjà de l'infrastructure. Parce qu'on travaille avec des données sensibles. Donc, tout ça, c'est de l'infrastructure qui est dans nos locaux, chez nous. Donc, il faut l'acquérir. Et après, c'est une ressource qui est une compétence qui est chère aussi. Donc oui, c'est justement important d'avoir un fonds de roulement conséquent. Là, par exemple, pour les Jeux Olympiques, on va avoir plusieurs déploiements qui vont être effectués. Donc, et vous payez quand ? Ça, justement, ça va être sur la plateforme Chorus, donc on adore cette plateforme-là. Voilà. Mais en tout cas, c'est à nous, en tout cas, de prendre un peu le risque, justement, et d'anticiper. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a nos partenaires qui sont là aussi pour nous accompagner. Donc, on a des fournisseurs qui, eux aussi, d'un côté, on partage le risque entre nos fournisseurs et nous, où on fait des commandes de serveurs en amont pour être sûr que quand le ministère de l'Intérieur va dire il y a un déploiement en telle ville, telle ville, telle ville, on ait tout ce qu'il faut en stock pour pouvoir déployer très rapidement. Alors, toujours en interne, autre enjeu, c'est le sujet RH. Pas facile. Oui, enfin, je ne sais pas chez vous, mais moi j'ai une première difficulté de recrutement qui est qu'en fait, j'ai très peu de plug and play. Enfin, il n'y a pas de formation où je peux avoir des gens qui ont 23 ans et qui savent faire de la gestion de crise. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui correspond. Il n'existe pas vraiment de formation aujourd'hui dans ce domaine. Non, il y a Sciences Po, il y a des masters sécurité défense, il y a de la géopolitique beaucoup, il y a tout ce qu'on veut, mais la gestion de crise professionnalisée pour le privé, très concrètement, il n'y a pas de formation. Donc, ils se forment sur le tas, ils se forment chez eux. Donc, en fait, je vais essayer de récupérer des stagiaires avec des têtes bien faites et on fabrique cette formation, en fait. On les forme en interne. Alors, évidemment, au bout de 2-3 ans, ils sont... Enfin, je suis une école appréciée, apparemment, donc je les perds. Donc, ça, c'est un peu... Voilà. Mais de toute façon, la concurrence qui va être les Big Four, très concrètement, elle est compliquée à combattre. À la fois, je peux prétendre une vraie flexibilité, un vrai accès à des dossiers, un vrai accès aux clients, quelque chose d'hyper dynamique, etc. Mais je ne vais pas m'appeler Deloitte. Enfin, voilà. Donc, et je comprends qu'on puisse rechercher ça dans un CV. Donc ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est notre métier est quand même nécessite... Alors déjà, c'est un métier de consultance. Il faut comprendre ça. Donc c'est un métier de service. Et en plus, le client en question, il n'est pas forcément de bonne humeur. Donc, il faut quand même des gens en capacité d'encaisser du stress, une rapidité d'exécution, les rapidité de compréhension. Et ça ne s'apprend pas dans les cours. Voilà, donc la finesse du recrutement, il faut pas se rater là-dessus. Les gens, soit dogmatiques, soit qui ont besoin de beaucoup de temps pour comprendre. Ça nécessite, lorsque vous recrutez, Emmanuel, que vous fassiez presque du profilage, que vous puissiez identifier les personnalités de chacun. Bien sûr, il y a des tests psychologiques qui sont menés dans ce cadre. Je ne vais pas jusque-là. Non, ni d'enquête administrative, mais on sent alors la protection, entre guillemets, parce que quand on embauche en France, c'est quand même hyper dangereux pour un entrepreneur. Oui, j'imagine. Non, mais c'est vraiment un truc dingue, parce que autant on dit c'est difficile de licencier, mais si c'était plus facile de licencier, ce serait plus facile d'embaucher. Bien sûr. On serait moins dans cette... Ça peut
facilement plomber une petite entreprise. Enfin, c'est un truc, un enjeu majeur, en fait. En plus, si quelqu'un ne s'intègre pas dans les équipes, ça vous met un bazar rapidement, pas possible. Donc non, c'est pas du profilage, mais c'est plutôt quelque chose d'essayer d'être à 360. Déjà, me méfier de moi-même. Donc, moi, je peux avoir un feeling, je peux avoir un truc qui se passe, qui me dit que ça va. Mais il va y avoir des gens autres qui vont faire passer des entretiens, qui vont chercher autre chose, qui vont être soit des professionnels du recrutement, soit des gens qui nous connaissent très bien et qui vont vérifier. Et puis, l'acceptation de la team, de l'équipe, qui se dit ça va matcher avec nous ou pas. C'est hyper important parce que nous, on est petite famille, force spé, il faut que ça finalement, avance. Le travail collaboratif au sein de votre cabinet est essentiel, que tout le monde... Absolument. Absolument. Une vraie cohésion. En fait, c'est comme, c'est un vocabulaire un peu guerrier, mais quand une crise arrive, en fait, c'est la guerre. Donc, en fait, moi, il faut que je puisse avancer droit sans me retourner derrière. C'est ça. Donc, derrière, il faut que les gens soient fiables, il faut que la confiance puisse être là. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps de remouliner dans l'autre sens. Et le client a besoin d'avoir confiance. Donc, s'il voit que ça faceille derrière, c'est pas possible. Et donc, la qualité des gens qu'on recrute doit être assez uniforme, en fait. Ça ne souffre pas finalement de profils un peu divers ou différents qui pourraient apporter, mais c'est juste que le métier ne permet pas ça. Donc cette confiance, cette cohésion est essentielle, on le comprend bien. Comment vous projetez-vous dans les années à venir, Emmanuelle ? Alors, je pense qu'il faut travailler et continuer à travailler et c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous d'ailleurs, finalement vulgariser le métier, faire de la pédagogie, expliquer ce que c'est concrètement et finalement que tout le monde est concerné et devrait s'intéresser à ceci. Absolument, est-ce que ça peut rapporter à l'entreprise finalement? C'est aussi très structurant la gestion de crise. Quand une boîte met en place la gestion de crise chez elle, elle est obligée de prendre des décisions. Il n'y a pas de chef. Enfin, il y a un moment, il faut décider. Et rien que ça, déjà parfois, ça permet d'aligner. Donc il y a cette première chose. La deuxième est que mon secteur d'activité est encore assez naissant. Il est soit des gens issus de la com qui vont avoir un département comme de crise, soit les gens de la sécurité, de la sûreté, qui ont une vraie compétence opérationnelle, mais qui veulent avancer sur la com de crise, parce que là, ils ont moins de crédibilité. Donc, c'est soit issu de ces deux mondes. Moi, je crois beaucoup, aujourd'hui, il y a énormément de rapprochements avec les cabinets d'avocats qui sont finalement mes partenaires, en fait, quand on doit sauver une boîte. Vous travaillez déjà avec eux, bien évidemment. Et on travaille, voilà. Donc la judiciarisation, ce qu'on appelle le litigation PR, etc., ça, c'est, je pense, un avenir intéressant d'essayer de rapprocher le monde des avocats du monde de la gestion de crise. Parce que l'avocat va avoir une stratégie juridique qui, en général, est très offensive, c'est ce qu'on lui demande. Mais alors, s'il n'y a que lui qui pilote, c'est une catastrophe au niveau de la communication, parce que là, il va fâcher tout le monde. Donc, c'est vraiment un pilotage, un duo qui va protéger l'entreprise aujourd'hui. Donc, je crois à ça. Eh bien, écoutez, on vous souhaite le meilleur dans cette aventure et dans cette projection à venir. Alan, votre projection, quelle est-elle pour demain ? Nous, là, on est en train de finaliser une levée de fonds, donc j'espère dans quelques semaines pouvoir l'annoncer. Et le but, c'est de structurer en fait l'entreprise au global et principalement, vu que on est composante exclusivement technique, ingénieur, c'est renforcer justement la partie commerce, la partie marketing. On a un plan de recrutement sur 12 mois à peu près à 18 personnes. Donc, pour l'instant, on a plutôt eu de la chance justement sur les aspects RH parce qu'on sort d'école à Sophia Antipolis. On a encore un lien privilégié avec nos professeurs qui nous sélectionnent les bonnes personnes. Nous, on a fait la même formation, donc c'est exactement où ils arrivent, qu'est-ce qui leur manque pour arriver vraiment à maturité chez nous. Un peu de formation en interne aussi. Donc, oui, ça, il y en a clairement. Après, ils se forment eux-mêmes parce que, par exemple, tous les jeudis, ils lisent des papiers de recherche, donc ils se les présentent les uns aux autres. Donc ça, je sais que ça évolue très rapidement en interne. Mais là, il va y avoir d'autres profils à aller chercher, des profils un peu plus commerce, un peu plus marketing, où là, nous, en tant qu'ingé, on n'a pas les mêmes réseaux, donc ça peut être un peu plus compliqué. On va pouvoir recruter des profils aussi sur Paris. On a déjà notre directeur commercial qui est sur Paris, mais là, pareil, c'est un autre réseau, même si je suis quasiment toutes les semaines à Paris. Et après, donc, le focus, c'est principalement la France, mais on commence à aller à l'étranger. On l'a vu là, on a créé une joint venture en Côte d'Ivoire. On vient de sécuriser la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations. Donc l'objectif maintenant, c'est de pouvoir être vraiment sur tout ce qui est
partie événementielle, en fait, sportive, culturelle, récréatif. Parce que vous avez commencé à aller vers ce secteur, vous vous dites pourquoi pas, et puis vous allez avoir de très belles références. Voilà, les références sont là. Maintenant, il faut qu'on puisse déployer et continuer à commercialiser en France et justement aussi à l'international, puisqu'on est éditeur de logiciels. Donc pour nous, déployer un système, c'est quand même plutôt simple. Voilà, il reste de l'hardware toujours, mais l'hardware, c'est nos partenaires qui le font, le côté matériel. Donc là-dessus, nous, il n'y a pas de frontière, on va dire. On vous souhaite également le meilleur. 3 mots pour définir cette croissance et votre entreprise aujourd'hui. Nous, ce qui est important, c'est l'innovation. L'innovation, l'éthique. Moi, souvent, j'aime bien finir justement d'utiliser l'intelligence artificielle au service de l'homme. Et c'est vraiment l'objectif qu'on se donne chez Viditix. Eh bien, merci beaucoup, Alan. Également, Emmanuel, 3 mots pour définir aujourd'hui votre structure. J'aimerais bien prendre les mêmes, en fait. Non, parce que c'est compliqué d'innover. Alors, vous avez le droit. Hein. Non, mais ça me plaît beaucoup. C'est compliqué d'innover dans mon métier, parce que la gestion de crise, ça vient du monde militaire. En fait, finalement, c'est toujours les mêmes process. L'innovation, chez moi, elle se situe dans... je vais dire un gros mot, l'andragogie. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir mieux former les gens. On ne peut plus dire la messe pendant 8 heures, et là, vous les avez tous perdus. Donc, comment est-ce qu'on les fait plus toucher du doigt, comprendre les sujets, comprendre la méthode, plonger, faire des exercices immersifs, plus de serious game, etc. Et aussi plus de... Il faut que ce soit ludique aujourd'hui. Il faut que ce soit ludique et on réfléchit également à des choses qui sont aussi seraient potentiellement plus sur étagère du type serious game, des petits entraînements que les gens peuvent faire aussi tout seuls, etc. Donc ça, c'est important. Donc ça, j'aimerais bien aller par là. Et l'éthique, forcément, parce qu'en fait, notre éthique à nous, c'est de se dire qu'en gestion de crise et en gestion de la communication de la crise, tout ce qui relève de la manipulation est hors de question. Pourquoi ? On va être très pragmatique, parce que ça vous revient toujours dans la figure. Donc déjà, voilà, ça c'est la base. Et 2, quand vous avez une crise et que vous êtes confronté à une situation, vous êtes mis en cause, essayez, de louvoyer, de minimiser, d'en dire que la moitié, voire de mettre le feu ailleurs. Tout ça, ce sont des techniques qui ont eu leur existence, mais qui aujourd'hui, et justement dans un cadre de web conversationnel et de lanceurs d'alerte et de fake news et de manipulation, ne peut pas fonctionner. Donc en fait, l'authenticité, voilà, je vais plutôt prendre le mot d'authenticité dans la communication, dans les actions de gestion de crise, c'est absolument un facteur clé de succès de la gestion de crise. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau d'Anews Sécurité. Aujourd'hui, on vous souhaite encore une fois le meilleur pour la suite et on vous reverra sur le plateau. Ce sera un bonheur pour moi de vous réinviter une nouvelle fois et on verra comment ça évolue par rapport à ce que vous venez d'annoncer, les levées de fonds et puis les projets à venir. Absolument. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Anews Sécurité et à bientôt pour une nouvelle émission Top Sécu.